Round 1. Ready, go! Bienvenue dans Ripa. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Riposte, cette émission où on parle de musique de jeux vidéo. Alors ici on est là pour se faire découvrir et vous faire découvrir des jeux vidéo par le prisme de leur musique. Je suis Siglumorph et je suis en compagnie des incroyables et séduisants Joris et Funky. Alors les gars, comment ça va ? Très bien, et j'espère que tout va bien pour vous aussi. Ça va super. Incroyable. Alors, donc aujourd'hui c'est quand même un grand jour, c'est notre premier épisode et c'est le premier podcast produit par Micro sur la moustache. Exactement. Et pour commencer ce premier épisode, qui j'espère sera le premier d'une longue série et peut-être va même initier d'autres podcasts, on a décidé de se tourner vers le passé et même plus précisément vers nos souvenirs. La thématique de cet épisode, c'est ces jeux de votre jeunesse dont la musique vous a marqué. Je pourrais même ajouter comme sous-titre, comme ça, ces jeux qui ont forgé le joueur que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être plutôt dans la nostalgie. On va parler de jeux importants, de jeux qui nous ont construits en tant que joueurs. Et j'espère qu'on va pas faire tomber trop de larmes non plus. Ah. Un peu quand même. On est là pour chialer. Est-ce que l'un de vous veut décrire un peu comment va se passer l'épisode ? Normalement, on en a pour à peu près 1 heure. C'est assez simple. On a un petit conducteur, pas trop non plus, pour pas non plus retirer le côté spontané. Mais on va tout simplement vous donner chacun 4 titres de notre enfance qui nous ont marqués, que ce soit en termes de gameplay ou de jeu en général, mais surtout, on va prendre une musique de ce jeu qui nous a fortement marqué et vous la faire découvrir, ou en tout cas vous la faire rappeler si vous connaissez déjà le jeu. Et à la fin de l'émission, l'un de nous aura la chance de proposer une musique supplémentaire, et cette fois il n'y aura aucune barrière. Aucune barrière. C'est n'importe quel jeu. N'importe quoi. Je pense que vous, Funky et Siglu, vous avez déjà choisi aussi la musique au cas où vous serez tiré au sort. Bien sûr que oui. Pas tant que ça. J'ai choisi la mienne aussi, et j'espère être tiré au sort. J'espère que je pourrai vous la faire découvrir. Moi, j'ai bien envie de vous casser les oreilles avec la musique que j'ai envie de vous passer. Mais Ça sera du funky. Alors il faut savoir, quand on dit jeu de notre jeunesse, on s'est mis une barrière, c'était un jeu qui est sorti avant nos 15 ans. Personnellement, j'ai choisi des jeux qui, surtout dont la musique m'a vrillé le cerveau. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, personnellement, j'ai aussi pris 1 ou 2 jeux où c'est plus l'expérience de jeu. La musique va me rappeler une expérience de jeu. Donc c'est pas forcément une musique que j'écouterais en dehors du jeu en lui-même, mais ça m'a quand même marqué, donc je me dis, je mets. Parfait. On est parti sur une présentation à peu près chronologique. Le but étant surtout d'alterner la parole à chaque fois, et je crois que le premier à commencer, c'est moi. C'est la funk. Ok, exactement. Nous sommes en 1988. Donc c'est un jeu qui est sorti sur Master System 1 et 2. C'est un jeu qui en fait était disponible gratuitement avec la console. Et je vais vous faire écouter et ensuite on en parle juste après. C'est évidemment Alex Kidd, le son d'Alex Kidd. Et pour être plus précis, la musique du départ, parce que le jeu est un peu difficile, donc j'étais petit, c'est mon premier jeu en fait. Le premier jeu de ma vie. Je suis chez ma tante et je découvre la console pour la première fois de ma vie. Et du coup, je vois ce jeu avec des couleurs, tout ça, etc. Je me dis, waouh, c'est énorme. Sauf que j'étais nul, je devais avoir 3-4 ans. Et du coup, j'ai entendu cette musique-là. Moi, ma première musique de jeu vidéo, je l'ai entendue en boucle. Et donc du coup, je vais vous faire écouter ça. Ouais, c'est parti.
Voilà, c'est la fin. Alors, petite info que j'ai découvert après, petite anecdote qui est assez marrante, c'est qu'à la base, ça devait être un jeu Dragon Ball. Ça devait être Dragon Ball. Et pendant qu'ils ont développé le truc, ils se sont rendus compte que ils avaient plus la licence. Du coup, ils ont changé. Et c'est devenu Alex Kidd. Et donc, du coup, normalement, c'est un bâton magique qui tape. Et à la place, ils ont remplacé ça parce que c'était un petit peu... ça passait pas. Et ouais, donc du coup, vous avez entendu la première musique de jeu vidéo que j'ai entendue de ma vie, en fait. Et c'est pour ça que je voulais commencer par ça, parce que c'est symbolique. Ça, c'est beau ce que tu dis. Ouais, et en plus, Alex Kidd est un jeu aussi emblématique, du début de la 3e génération, je crois, de consoles. La NES, la Master System, c'est la 3e gène. Donc c'est le premier jeu de Sega, du coup, puisqu'il était livré avec la console. Donc c'est assez aussi emblématique pour l'histoire du jeu vidéo. En plus, je ne sais pas si c'est le cas pour entre la Master System et la NES, mais je sais que du coup, entre la Mega Drive et la Super Nintendo, la Mega Drive avait un chiptune sonore plus pauvre que la Super Nintendo. Je suppose que les fanatiques de composants électroniques nous diront ça dans les commentaires. Mais juste petite parenthèse, justement, par rapport au matos, bon, je sais plus la référence, mais les dernières versions de Master System au Japon, uniquement, avaient une puce audio nettement au-dessus. Mais en fait, ils ont fait que, je crois, 25 jeux dessus. Ouais, j'ai lu ça dans mon petit bouquin. Aïe, 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 Monsieur Lee. Incroyable. Eh bien, écoute, j'enchaîne avec le deuxième morceau. Alors, moi, c'est pas mon premier jeu. Mon premier jeu, je le laisse pour le deuxième épisode. Mais c'est quand même un jeu vraiment fondateur dans toute ma vie de joueur. C'est un jeu qui est sorti en 92, bien entendu sur Mega Drive. On sort un peu de la titune 8 bits, on va sur du 16 bits et on commence à lancer un peu une petite techno des familles. On va écouter Alien Power de Street of Rage 2.
ça me fait vraiment penser à ce que on pourrait retrouver, bon bien sûr en version un peu plus minimaliste, mais des musiques acides qu'on pouvait justement retrouver à cette époque-là, 92, dans les boîtes de nuit, etc. Un style un peu acide, très porté sur les sons un peu mystiques, mais en même temps avec beaucoup de basses. C'est assez marquant de cette époque-là, justement. Bah après, ce morceau-là est encore un peu particulier dans l'OST, enfin ils sont tous un peu différents, mais celui-là je trouve que c'est vraiment plus le morceau de boîte de nuit. En plus c'est dans le stage où t'as de la fumée partout, enfin ça fait vraiment boîte de nuit. Donc Street of Rage 2, sorti en 92 sur Mega Drive. Donc c'est quand même encore la première partie de vie de la console, parce que la console a dû vivre jusqu'à 96 ou 97. Et c'est un jeu qu'on trouve aussi sur le eShop et aussi qui est sorti sur le WiiWare fin des années 2000. C'est un morceau qui est composé par Yuzo Koshiro. Alors Yuzo Koshiro, c'est quand même un peu un de mes chouchous. Je le connais beaucoup pour toutes les musiques des Street of Rage 1, 2, 3. Mais aussi, je l'ai beaucoup entendu dans La Légende de Thor sur Mega Drive, que nos amis outre-Atlantique appellent Beyond Oasis. Mais il est connu pour d'autres compositions, et il continue encore beaucoup. Il est connu pour les deux premiers Is 1 et 2, donc la série de Falcom. Il est connu pour la musique de la série des Actraiser, des Etrian Odyssey, des Kid Icarus, etc. Donc il est encore actif dans la sphère vidéoludique. Et comme je disais un peu en off tout à l'heure, il a pas mal commencé à faire des concerts. Il avait même fait un concert en France. Et il intervient aussi dans la BO de Street of Rage 4. C'est lui qui a fait le thème principal et les thèmes des deux antagonistes, Mr. Y et Mrs. Y, qui a un peu un remix du thème de Mr. X dans Street of Rage 2. Moi, ce que je trouve vraiment énorme, c'est que là, on voit l'écran titre, Street of Rage 2. Il y a quand même juste press start bouton, la date, Sega, et ensuite Yuzo Koshiro, tu vois. Enfin, je trouve que c'est énorme quand même. Le gars, il est quand même mis en avant à mort, quoi. Son travail dans ce jeu-là est tellement reconnu qu'il apparaît à l'écran titre, comme tu dis. Je trouve ça énorme. Même pas le développeur, quoi. Ouais, non mais c'est fou. De toute façon, moi, ce jeu-là, je le trouve incroyable. C'est vraiment, j'y ai joué énormément quand j'étais petit et puis quand j'avais une vingtaine d'années. La maniabilité, moi, je la trouve géniale. Bon, maintenant, ça peut paraître un peu rigide parce qu'il y a le 4 qui est sorti et qui est encore plus époustouflant, mais il reste vachement fluide. Les ennemis sont super intelligents. Ils sont même sournois, c'est-à-dire que ça peut arriver très facilement, surtout si tu joues en mania ou des choses comme ça, de te faire encercler par un groupe de Garcia et qui t'enchaîne avec des jabs et t'enlève la moitié de ta vie. La force de ce jeu, c'est vraiment le sound design, qui fait que finalement, à chaque fois que tu donnes un coup ou que tu prends un coup, tu sens tous les impacts et ça donne vraiment la force de ce jeu-là. Et bien sûr, de son OST, sa musique exceptionnelle, par Yuzo Koshiro. Donc, si vous connaissez pas, si vous aimez les beat'em up, allez-y, les yeux fermés. Bon, évidemment, faut pas non plus être ou hermétique au jeu un peu vieux, parce qu'il a quand même 20 ans. Mais j'y ai beaucoup joué quand j'étais petit, mais en fait, en faisant les calculs, j'ai remarqué que quand il est sorti, moi j'avais 4 ans. Ça me paraît quand même beaucoup jeune pour jouer à ce jeu-là, donc je sais pas si on y a joué vraiment cette année-là ou l'année d'après, mais je sais que, pour la petite histoire, c'est mon frangin qui a beaucoup quémandé ce jeu, bien évidemment pas auprès de mes parents, parce que c'était pas possible, mais auprès du grand-père. Et il devait demander tous les jours, pendant l'été, si le grand-père pouvait l'acheter. Et évidemment, le grand-père, il a regardé la jaquette, il a vu fracasser le crâne de vos ennemis avec cette barre de fer, planter vos ennemis avec ce couteau. Il a dit, mais non, je t'achète pas ça. Il a cédé et on y a joué 1 an, parce qu'on n'a pas eu de... C'était l'époque un peu où on avait genre un jeu par an. Et on y a joué 1 an, tous les deux, tout le temps. Et c'est vraiment le jeu auquel je joue toujours avec mon frangin, quoi. Ah oui, 1 an, le même jeu. Ah putain. 1 an, le même jeu, 15 mois. Ah ouais. Ok. Mais on l'a refait tout là. Voilà. On a débloqué le mode mania. C'est vraiment le jeu fondateur qui m'a fait adorer les beat'em up, mais qui m'a fait aussi détester beaucoup de beat'em up 2D. Parce qu'en fait, à chaque fois que mes potes ils me montraient, regarde Final Fight, regarde Golden Axe, je disais, mais c'est de la merde. Je joue à Street of Rage 2 plutôt. Je suis devenu un peu obtus à cause de ce jeu-là. Petit erratum, par contre, t'avais dit que le jeu avait 20 ans, mais non. Il a 30 ans. Oh merde. Oui. Il a 30 ans maintenant. La claque du temps dans ta tronche. C'est le blocage mental. Non, c'est il y a 8 ans, c'était l'année dernière, non, c'est ça. Ah oui, non, les arcanes du temps nous foutent tout un petit peu plus chaque année une petite claque derrière le menton. Voilà pour Street of Rage 2. Et je crois que c'est
Joris qui enchaîne avec son jeu. Oui. Yeah. Alors, moi, contrairement à nos deux comparses aujourd'hui, je suis un petit peu plus jeune. Je suis né en 1995, 95 du coup pour nos amis français. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ma première console n'était pas une PlayStation, c'était une Super Nintendo. Super Nintendo que j'ai hérité de mon oncle, puisque lui par contre s'était acheté une PlayStation et ne jouait plus à la Super Nintendo, donc il dit tiens, la Super Nintendo et tous les jeux qui vont avec. Et dedans il y avait une ribambelle d'excellents jeux, genre Star Wings, Super Mario All Stars, Aladdin. Il y avait un jeu du coup dans cette sélection qui m'a un peu plus marqué que les autres, c'était Donkey Kong Country. Ah oui. Et le jeu était absolument magnifique, et l'est encore aujourd'hui, hein, grâce à des techniques absolument folles pour l'époque, grâce aux machines Silicon Graphics qui ont été utilisées, je pense, pour Star Wars, qu'ils ont utilisé du coup pour modéliser les personnages et les intégrer dans le jeu. J'y joue du coup à ce jeu, et on passe quelques niveaux dans le premier monde. Et après, un niveau dans la jungle assez compliqué, où l'ambiance est un peu maussâtre, puisqu'il y a énormément de pluie, on passe à un niveau totalement différent, qui se trouve sous l'eau, qui offre de nouvelles mécaniques de gameplay, et surtout une musique absolument éblouissante, que je pense toutes les personnes qui ont joué à ce jeu, ou même qui connaissent un minimum l'histoire du jeu vidéo, apprécient énormément. C'est tout simplement Aquatic Ambience. Je vous laisse l'écouter ou sûrement la réécouter, et je vous donne 2-3 précisions après.
Mais voilà, quand vous êtes gamin, jouer pour la première fois à un jeu vidéo et entendre une musique aussi magnifique en vrai sur un système qui maintenant, on le sait, demandait très peu de ressources et avait énormément de contraintes auprès des compositeurs et des développeurs. Ça montre à quel point il y avait énormément de talent derrière. Le talent qui est derrière cette musique n'est autre que le compositeur David Wise, qui travaillait du coup pour Rareware à l'époque. Et il avouera dans une interview après la sortie du jeu qu'il lui a fallu 5 semaines complètes de travail pour coder note par note cette musique dans la cartouche. Incroyable. C'est un travail de colosse, ça montre à quel point la personne est absolument talentueuse mais aussi perfectionniste. Et ça a donné du coup, pour moi, l'une des musiques les plus iconiques de l'histoire du jeu vidéo. Encore maintenant, c'est une musique parmi tant d'autres de l'OST des jeux de Donkey Kong Country sur Super Nintendo, a marqué en tout cas aussi ma propre histoire du jeu vidéo. Merci pour ce morceau. Moi, je le connais. Si tu veux, la Super NES, je connais très peu, donc j'ai évidemment beaucoup entendu parler de ce fameux niveau aquatique, etc. Mais bon, c'est pas quelque chose que je vais réécouter par nostalgie, étant donné que je n'ai pas connu le jeu. Mais merci de le refaire découvrir comme ça, parce que c'est un peu une redécouverte et vraiment superbe morceau. Pour les personnes qui, comme toi, n'ont pas été trop exposées aux musiques des OST des Donkey Kong Country, puisqu'il y a le premier ici, il y a aussi le 2 avec des musiques absolument magnifiques, et le 3. Je conseille énormément aux gens de découvrir ces OST parce que même si on n'y est pas totalement réceptif, ça montre déjà une certaine prouesse technique déjà pour l'époque et on s'en rend compte directement que ouais, il y a eu du taf, il y a eu énormément de recherche, que ce soit en termes musical mais aussi en termes de développement pour essayer de faire rentrer ça dans la console et franchement c'est un tour de force. Ouais, parce que moi j'y ai joué par contre chez un pote, parce que moi quand je jouais à la console souvent avec les potes, donc on pouvait jouer à 2 à Donkey Kong Country et c'est un son vraiment quand tu joues, c'est pour ça que bon le son est génial, mais il faut surtout y jouer en même temps parce que tu as vraiment la sensation d'être dans l'eau pour la première fois, tu vois, tu contrôles ton personnage, etc. L'immersion est vraiment totale. Et surtout avec là j'ai réécouté le son, alors je sais pas s'il a été, mais si c'est l'original, on a presque l'impression que c'est un MP3 quoi, c'est incroyable. Normalement c'est l'original. Alors qu'à l'époque, non, ça n'existait pas. C'est un truc de fou. Hein. Oui. C'est ce que j'allais dire en fait. Tu sens pas du tout cette contrainte technique. Tu vois, tout ce chiptune, etc., on dirait qu'il a réussi à s'affranchir du chiptune sur une Super NES, c'est assez impressionnant, quoi. Mais il y a énormément de compositeurs sur Super Nintendo qui ont réussi à faire fi des contraintes et à réussir à proposer des musiques qui encore maintenant sont, pour moi, d'actualité, avec une sonorité surtout d'actualité. Ce n'est pas un jeu de mon enfance parce que je ne l'avais pas à l'époque, mais si on prend le jeu Chrono Trigger, qui a des musiques absolument somptueuses, on est exactement dans le même cas. Il y a des musiques qui sont pour moi intemporelles, parce que encore maintenant on les réécoute et on se dit mais les sonorités sont tellement pures, sont tellement bien choisies, tout est tellement bien orchestré qu'il n'y a pas besoin de retravailler ou quoi, de le mettre de faire un remake de ces musiques-là. Tu les tapes maintenant dans un jeu actuel et vas-y, ça passe, personne ne s'en plaindra. Ouais, de toute façon Chrono Trigger, ça reste aussi un des monuments de la musique de jeux vidéo de manière générale et particulièrement sur Super NES. J'en parlerai pas dans cette thématique-là parce que c'est un jeu que j'ai découvert sur DS, mais assurément, je vais en passer. J'aurais bien voulu le mettre dans la sélection de cette première émission, mais le jeu n'est sorti qu'au Japon et aux États-Unis, donc je n'aurais pas pu y jouer à cette époque-là. Et oui, c'est ça qui est compliqué. Merci Joris pour ce beau moment, un peu voilà, où après la boîte de nuit, on va se détendre en prenant un bain. C'est ça. Là, c'est après la boîte de nuit, on va dans la piscine, dans le jacuzzi, on se détend un peu. Pour après repartir en boîte de nuit avec Funky. On sait pas. Du coup, on sait pas. On va repartir. Alors ça bouge un petit peu parce que c'est un personnage qui bouge très rapidement, évidemment. On parle d'un grand fan de Sega, donc j'étais obligé de forcément parler de Sonic. Alors c'est marrant parce que on parlait tout à l'heure de Street of Rage, mais finalement Yuzo Koshiro, notez l'accent assez excellent, a aussi participé en fait à Sonic, la version sur Master System, et Game Gear ont des sons légèrement différents par rapport à la Mega Drive.
Et comme je vous disais, moi la première fois que j'ai découvert la console, c'était une Sega, la Master System. Il y avait donc Alex Kidd et ce fameux jeu. Et donc j'ai ce son-là, que je vais vous faire écouter évidemment, que j'entends. Et je vais vous dire ensuite pourquoi ce son m'a manipulé et je l'ai découvert en préparant justement ce son-là pour vous. Alors, pendant que je prépare le truc, je fais mon petit copier-coller. Vous allez me dire quel rapport, mais pensez Janet Jackson. Et c'est parti. Voilà. Alors, pourquoi je vous ai parlé de Janet Jackson? Et je vais même vous parler de Michael Jackson. Mon premier album, enfin mon premier single que j'ai acheté, je me souviens, c'était sur AZ Cash, c'était Together Again de Janet Jackson. Et c'est bizarre parce que quand je l'écoutais, ça me donnait l'impression comme si je la connaissais, alors que c'était la première fois que j'entendais le son. Et là, du coup, je travaille un petit peu sur les petites anecdotes du son, et qu'est-ce que je découvre? C'est qu'en fait, ce son-là a inspiré justement la chanson de 1997, Together Again de Janet Jackson, et que en plus de ça, au début, il y avait un accord avec Michael Jackson et Sega pour travailler justement sur les sons qu'il a sortis. Donc il y a plusieurs jeux qui se sont inspirés de sons déjà existants de Michael Jackson. Et puis finalement, apparemment il était un peu déçu de la qualité audio. Et donc finalement il a mis fin pour pas apparaître en fait dans les crédits. Mais en fait ce son-là a inspiré le premier single du coup que j'ai acheté moi-même avec mes petits sous pour la première fois. Et puis Sonic, que puis-je dire de Sonic à part un système qui fait que jusqu'à présent la plupart des jeux ils étaient super lents et là t'as des sprites qui font super optimisés, t'as un personnage qui court super vite et puis il était classe quoi, tu vois, il se la pétait un peu comme ça, tu vois. En plus il était pressé, tu sais, genre j'ai failli attendre comme ça, tu sais, quand t'attendais un petit peu. Je trouvais ça trop classe. Moi j'adore Sonic, hein. Je connais pas du tout les versions. Enfin, si un copain m'avait prêté sa Game Gear ou Game Gear, je sais pas, j'ai toujours dit Game Gear toute ma vie. Mais bon, moi aussi. On va dire Game Gear. Ouais. Allez, on nous voit pas. Mais ouais, un copain m'avait prêté sa Game Gear et du coup une brouette de piles et j'avais joué pendant un week-end à Sonic. C'était très sympa. Bon, après ça vaut quand même pas ce qui s'est fait sur Mega Drive, mais l'avoir sur portable, le jouer dans sa chambre et tout, c'était vraiment super cool. Moi personnellement, j'ai toujours, c'est pas une console de mon enfance, mais j'ai à portée de main une Game Gear encore fonctionnelle avec Sonic dedans. Ah oui. Oh. Donc tu connais oui, j'ai un peu testé, j'ai assez vite retiré les piles parce que je me dis, j'ai envie quand même de les garder. Mais c'est impressionnant aussi, du coup, c'est en écoutant ce genre de musique sur Game Gear qu'en fait on se rend compte très rapidement que la console, c'était vraiment une Master System portable, là où Nintendo avec sa Game Boy, en plus était sur l'économie et sur quelque chose de très peu coûteux à produire. C'est ça. Et donc du coup très peu coûteux à l'achat, mais du coup avait des performances beaucoup moindres. Ouais. Ah oui, on sent tout de suite les deux stratégies marketing complètement opposées. Je pense que ta prochaine sélection, Siglu, se tourne du côté du Japon. Moi, c'est du 100% Japon. Ah, pareil. Avec une grande firme qui a été à l'origine d'une des consoles les plus chères de l'histoire. Oui, c'est une très belle introduction, très belle transition pour contextualiser. Avant que la série des Guilty Gear, que pas mal de gens connaissent, pointe le bout de son nez, on avait quand même deux grands rivaux dans le jeu de baston 2D. On avait d'un côté celui qu'on ne présente plus, Street Fighter avec Capcom. Moi, j'ai commencé le jeu de baston 2D avec le rival de Street Fighter qui était King of Fighter, développé par SNK. King of Fighter, qui s'est beaucoup moins bien exporté d'ailleurs en France que Street Fighter, hein, c'est indéniable.
SNK Société, vraiment spécialisée dans l'arcade. Et qui justement sortait un King of Fighters par an. Donc ça a commencé à 94, on est 94, 95, etc. jusqu'à 2001, 2002, 2003. Et après, ils ont commencé à arrêter et de se dire, tiens, peut-être que c'est un modèle économique qui est pas si intéressant que ça parce qu'on fait des jeux qui ressemblent beaucoup trop à l'ancien. Et donc après, ils ont mis beaucoup plus de temps à sortir des épisodes et ils ont changé la numérotation. Et c'est là qu'on est passé au King of Fighters 11, 12, 13, 14 et 15, qui est sorti l'année dernière, je crois. Ou cette année. Qui est très bien, le 15, qui est vraiment très bien. Qui est pas mal du tout. Donc voilà, là on va parler de King of Fighters, plus précisément de King of Fighters 97, celui qui musicalement m'a vraiment soufflé à l'époque. Là je vais tricher un peu, désolé les gars, c'est pas vraiment une OST, c'est une AST, c'est une Arrange Soundtrack, mais on l'entend dans le jeu vidéo, parce que là je vais parler de la version Saturn, vous savez que j'adore cette console là, donc on va écouter le thème de Yori, sur la version Sega Saturn, donc c'est réarrangé par un groupe de musique, et c'est la musique qu'on entend dès que Yori se pointe sur un ring. Yes.
Voilà, c'était Cool Jam, le thème de Yori qu'on entend dans la version Saturn de King of Fighter 97. Wouh. Donc voilà, vous pouvez imaginer que quand on est au collège et qu'on joue à des jeux de baston, moi j'étais complètement fou quand j'entendais ce morceau-là. C'est vraiment le morceau que j'écoutais vraiment régulièrement. Alors ça a été composé par un gars dont le nom est pas si évident à prononcer, Shinsekai Gakyoku Zatsugidan. Donc voilà, on a quelqu'un aux percussions, enfin à la batterie, on a quelqu'un à la basse, à la guitare, on a quelqu'un au clavier qu'on entend complètement se déchaîner à la fin, on a quelqu'un au saxophone qu'on entend se déchaîner au début et au milieu. C'est un morceau qui est vraiment fou et qui finalement c'est un thème toujours, bon, dans chaque version de King of Fighter, Yori est toujours représenté avec un saxophone. Comme je le disais, c'est avec les King of Fighter que j'ai découvert le jeu de baston 2D. Et je trouvais ça fou, moi, bien sûr, je dénigrais presque les gens qui jouent à Street Fighter, à King of Fighter, parce que c'était l'époque, hein, quand t'étais d'un clan, tu devais dénigrer l'autre, alors qu'en fait les deux sont très bien. Mais ça apportait pas mal de nouveautés, je trouvais, par rapport à Street Fighter. Déjà, c'était des combats en équipe, du 3 contre 3. Du coup, on avait aussi un roster qui était beaucoup plus conséquent, parce qu'on faisait des équipes de 3. On avait plein de styles assez diversifiés. Et puis quand même, moi, j'ai toujours trouvé que les personnages de King of Fighter étaient beaucoup plus stylés que les personnages de Street Fighter. Pendant que t'en as un qui sont en haillons à habiter dans la rue, etc., t'as les gars comme Yori qui ont leur petit smoking et tout, bien repassé. Ça marche très bien avec moi. Donc voilà, c'est vraiment avec cette licence-là que j'ai aussi adoré la musique de jeux de combat. C'est aussi une licence que j'ai découvert grâce à mon grand frère, avec qui je jouais tout le temps. J'ai jamais joué à ces jeux tout seul, hein. Que ce soit Street of Rage 2 ou King of Fighter, en 97 pour celui-là, mais on jouait vraiment à toute la trilogie Orochi. Donc c'est 95, 96, 97. Et puis après le 98 sur PlayStation. On y jouait beaucoup avec mon frangin, c'est un morceau qu'il adorait aussi, donc c'est une petite dédicace pour lui aussi ce morceau-là. Ce qui m'a fait découvrir vraiment beaucoup de super jeux comme ça quand j'étais encore un gamin qui était occupé à autre chose, aller à l'école. Et on s'était installé une petite installation Dolby Surround avec 5 enceintes dans notre sous-sol. Aïe aïe aïe. Et voilà, vraiment spécifiquement quasiment pour jouer à King of Fighter 97 quoi. Donc c'était assez fou, c'est des sacrés moments quoi. Les mercredis après-midi à se bastonner, super bon souvenir. Et ça c'est la version Saturn, mais du coup la musique est disponible sur les autres versions ou alors c'est vraiment exclusif à cette version-là? Il a été beaucoup ressorti. Enfin le Orochi Saga, après on retrouve pas mal de compiles, on le retrouve sur Wii, on le retrouve sur PS2, et je pense que dans ces compiles-là, on a le choix entre OST original et OST arrangé. D'accord. Mais par contre sur les versions Neo Geo, ça n'existe pas. Donc si vous ne connaissez pas King of Fighter, là ça commence à être un peu vieillot, King of Fighter 97, quand on voit les nouveaux jeux de baston qui sont sortis. Mais musicalement, c'est assez fou. Et le 96 aussi est assez incroyable, beaucoup plus punchy, un peu plus hip-hop sur certains morceaux. Ça arrivera à d'autres épisodes, bien évidemment. Évidemment. Le versus fighting est encore là. Ça, le versus fighting, de toute façon c'est simple. Avec moi, ça va être beaucoup beat'em up versus fighting et JRPG. Globalement, c'est un peu les 3 genres de prédilection et dont les musiques en général me fascinent. Puis avec maintenant les jeux indépendants. Donc si à chaque fois on a 4 morceaux par épisode, peut-être que j'arriverai à faire un de ces 4 genres. Dernier truc que je voulais dire sur KOF 97, dans Street Fighter, les musiques étaient associées à des stages. Là, les musiques sont associées aux personnages. Comme c'est des tag battles, donc des 3 contre 3, dès qu'un personnage rentre dans le combat, eh ben, la musique va changer. Donc les musiques vont changer assez régulièrement. Et quand on n'a pas de personnages un peu spéciaux comme ça, eh ben, on a les musiques de certains stages comme Bali. Et c'est pas des stages musicaux, c'est des stages où on a juste l'ambiance. C'est assez inhabituel et ça donne une ambiance beaucoup plus zen au combat. On entend le bruit des cigales, le bruit d'une musique traditionnelle au loin comme ça, mais qui prend pas le dessus sur le combat et c'est une très bonne expérience là aussi. J'avais un jeu, c'était sur téléphone, je sais pas si t'en as entendu parler, mais ils l'ont supprimé en fait, SNK. C'était un jeu de rythme et de musique où justement j'ai découvert toutes les musiques de King of Fighter et en plus, là où j'ai la deg, c'est que j'étais, sans exagérer, j'étais dans le 1% top mondial en fait. Je dosais tout le temps ce jeu. Ils me l'ont juste supprimé. Ils me l'ont supprimé, les gars. Du coup, j'ai la haine. Mais les musiques énormes, en fait, de King of Fighter, c'est là que j'ai découvert, du coup. Si tu veux une petite playlist de musique de King of Fighter, je t'en fais volontiers. Surtout, vraiment,
Ouais, de 96 à 2000, il y a vraiment des belles perles. Dans les nouveaux aussi, c'est redevenu génial, quoi. Mais il y a eu un petit passage à creux vers les 2000, 2001, 2002, 2003. Si vous voulez, je vous fais une petite playlist pas piqué des hannetons. Je suis intéressé. Et donc après, ça tombe bien, on était dans le duel. On reste dans le duel avec Joris. Bah moi on fait quasiment un saut de 10 ans en avant. On passe sur un jeu qui est sorti en 2003. Fin de vie de la PS1. J'ai même envie de dire sur la mort de la PS1. Un jeu qui est peut-être sorti quand la console était déjà morte. Parce que la PS2 était déjà sortie. Moi en tout cas à ce moment-là j'avais déjà la PS2. Je n'ai plus aucun souvenir d'où vient ce jeu. Voilà, il est juste apparu. Je pense qu'on a dû aller chercher dans un magasin de jeux d'occasion en ville. Du coup, je mets ce jeu dans la console et en fait, je me rends compte que c'est un jeu totalement différent par rapport aux autres jeux que j'ai pu jouer avant. J'ai toujours été habitué à la plateforme, etc. Et là, je tombe du coup sur un jeu de duel de cartes, puisqu'il s'agit de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories sur PlayStation 1. Et surtout, en plus des duels de cartes qui étaient du coup le gameplay du jeu, je tombe sur tout simplement mon premier visual novel. Il est présenté sous forme d'images fixes avec des personnages et des bulles de dialogue. Donc c'est tout simplement le premier visual novel auquel j'ai joué. Et les mécaniques du jeu étaient très simples pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! À partir du tournoi des duellistes dans la saison 2 de Yu-Gi-Oh! Il va y avoir énormément de règles qui vont être instaurées. Mais là, on était vraiment avant tout ça. Donc, dès qu'on avait une carte dans notre main qu'on avait envie de poser, on la posait, on se posait pas de questions. Et il y avait aussi une mécanique de fusion qui était vraiment sympa. Si on avait des cartes qui avaient des symboles qui correspondaient, qui pouvaient faire du coup une fusion beaucoup plus forte pour avoir des monstres plus puissants. Ce jeu demandait du coup énormément de bonnes cartes dans son deck. Et il y avait deux choix, il y avait deux façons d'avoir des bonnes cartes. Soit on les achetait avec des étoiles, le seul problème c'est que le jeu est extrêmement radin en termes d'étoiles. Donc c'était quasiment impossible de se faire un bon deck en les achetant. Et la deuxième manière, ce vers quoi on se tournait, c'était les gagner, puisqu'à la fin de chaque duel, le jeu nous donnait une carte en plus. Et qui dit du coup qu'il faut absolument un deck fort pour terminer le jeu, bah, dit farming. Et le farming, j'ai dû y passer pas mal d'heures pour essayer d'avoir les meilleures cartes du jeu, et du coup ça demandait d'aller dans le mode duel libre. Et dans le mode duel libre, à chaque fois qu'on fait un duel, il y a une musique qui est jouée. Et cette musique, j'ai dû l'entendre des heures et des heures et des heures passant pour farmer ces putains de cartes. Désolé du gros mot, mais là, c'était vraiment du gros farming. Il a dit un gros mot. Le comble, c'est qu'en plus, je crois que la boucle, elle doit durer 1 minute 15, un truc comme ça. Et donc entendre 1 minute 15 répété pendant des heures, ça doit être incroyable. Oui, c'est assez fou. Hein. La musique, en plus, c'est pas extraordinaire, mais c'est une musique qui, au final, te reste dans la tête à force de l'écouter pendant plusieurs heures. Donc, je vous la passe. Et, Merci à Joris qui nous passe des musiques pas extraordinaires. Je suis curieux.
La musique a été composée, enfin la musique du jeu en général a été composée par 3 personnes. Il est impossible, enfin j'ai essayé de trouver, mais j'ai pas trouvé qui a composé quoi. Donc je vais citer les 3 compositeurs, c'est Naoko Ishii, Hiroshi Tanabe et Waishiro Ozaki. Développé par Konami. C'est un jeu extrêmement dur, extrêmement exigeant, mais qui a un charme. Il y a un charme assez fou, je trouve, quand on arrive à se plonger dans l'histoire et dans le lore du jeu. Et au final, on passe de bons moments, des moments de frustration aussi, mais une fois qu'on commence à comprendre les mécaniques et à comprendre comment le jeu fonctionne, ça donne une certaine jouissance assez sympathique. Et bien que l'OST n'est pas exceptionnel, on arrive quand même à plonger dedans, et elle nous reste quand même en tête, et on se dit, en réécoutant l'OST, c'était quand même de bons moments passés. Il y a des musiques bien sûr plus iconiques dans l'histoire du jeu vidéo, mais celle-là, pour mon histoire vidéoludique, c'est une musique que je retiendrai très certainement. Voilà, reste cool quand même, non? Enfin, moi j'aime bien. Oui, je dis pas qu'elle est nulle, mais je veux dire qu'on sort de musiques quand même qui sont assez folles, quoi. Hein. Juste avant, j'ai proposé Aquatic Ambience de Donkey Kong Country, donc voilà. Donc même s'ils ont fait du bon taf dessus, oui, il y a quand même une différence. Ouais, on va dire que les premiers motifs avec la ligne de basse et tout ça sont un peu moyens, mais après quand t'as la petite montée, là ça devient plutôt cool et super. Ouais, voilà, mode épique là, le mode shonen, il arrive là. Exactement, le mode shonen qui arrive. Ouais. Et après ça retombe malheureusement, mais alors qu'en fait t'achètes juste des cartes. mais c'est ça la magie des jeux de cartes, c'est que tu passes en mode shonen incroyable. C'est un gros combat de fou, non, j'achète des cartes. C'était un petit peu caché. Le jeu proposait aussi de faire des sortes de duels de monstres en 3D. Donc en fait, quand on attaquait une autre carte avec sa carte monstre, si on appuyait sur carré au lieu de X pour attaquer, et en fait il y a une petite cinématique qui se déclenchait, et en fait il y avait les 2 monstres en 3D, et donc on voyait les attaques. C'était assez sympathique. On le fait quelques fois pour voir un peu les monstres, comment ils se donnent en 3D, et puis après il faut enchaîner les duels, donc on y va vanilla quoi. Et t'as vraiment appelé le bouton croix X là à l'instant, ou tu parlais d'une manette Nintendo? Oh, bien vu. Non, j'ai même pas fait gaffe. C'était passé crème, hein, il a pas voulu. Non. Que nenni. Que nenni. Eh ben merci pour cette découverte, ça c'est vraiment le genre de jeu que je connais absolument pas, Yu-Gi-Oh! Et là, on vient de finir la première moitié de l'émission, les 6 premiers morceaux. Exactement, je sais pas à combien de temps on est rendu, mais... Je sais pas, il est 16h30. Je pense qu'on est déjà quasiment 1 heure. Hein. Ouais, à peu près. On a dépassé un peu, je vais pas vous mentir, c'est pas grave, ouais. C'est qu'on est bien, c'est pour ça. On va faire des heures sup, quoi. Du coup, on enchaîne sur Funky. Eh oui, donc du coup, moi, le son que j'ai mis, forcément... alors, on est toujours sur du Sonic. Je suis toujours sur du Sonic. C'est un son, du coup, qui était sorti avec le jeu en 1997 sur Saturn, console que j'affectionne aussi, n'est-ce pas? Et donc, en fait, il y a un jeu... c'est-à-dire que, les gens connaissent évidemment Mario Kart, hein. Il y avait une version Sonic de Mario Kart, c'était Sonic Air. Alors, j'ai pas eu beaucoup d'infos, quand même, les développeurs, si. C'était quand même Traveler's Tales et Sonic Team. Donc, quand même, la team Crash Bandicoot, etc. Puis les Lego, hein, maintenant, etc. Donc, c'était un jeu normalement plutôt cool. Mais, comment dire, ça glisse énormément. En fait, c'est un jeu de glisse. C'est pas un jeu de course, c'est un jeu de glisse. Mais c'est pas grave, c'est quand même des énormes expériences avec les potes à chaque fois, parce que moi je prenais Sonic ou Knuckle, et je les défonçais tous, hein, parce que je dosais chez moi, et ensuite après je jouais avec... J'étais un mauvais garçon, n'est-ce pas? Et donc du coup, je vais vous faire écouter un des sons que quand même je kiffais grave. C'est vrai qu'on est sur des sons avec la Saturn où on entendait des voix maintenant, oui. Parce que c'est vrai qu'au début on commençait avec des sons beaucoup, 8 bits, 16 bits, on fait ce qu'on peut, mais... les phrases c'est compliqué. Donc là, je vais vous faire écouter le son Sonic Air que j'affectionne particulièrement. La musique est incroyable de Sonic Air de toute façon. La chanteuse ouais. Et j'ai vu sur YouTube justement, apparemment il y a une grosse hype sur mon son là. Enfin c'est pas mon son, oui. Mais une grosse hype sur YouTube. Je crois que je le connais. Je vois des views. Je crois que je le connais ton son. Ok. Alors, si je pourrais me permettre, Sonic Air c'est comme si tu faisais un jeu de camion
sur une savonnette. C'est ça. Injouable. Can you see the sun is shining on me? It makes me feel so free, so alive. It makes me want to survive. And the sky, it makes me feel so high. The bad times pass me by. 'Cause today it's gonna be a brighter day. Can you feel the sunshine? Doesn't brighten up the day. Don't you feel that sometimes you just need to run away? Reach out for the sunshine. Forget about the rain. Just think about the good times, and they will come back again. Without you, there's nothing for me to do. Can you feel the sunshine too? It's coming through. It makes me feel brand new. When you're here, I wish you were always near. 'Cause everything's so clear. And today, it's gonna be a brighter day. Can you feel the sunshine? Does it brighten up the day? Don't you feel that sometimes you just need to run away? Reach out for the sunshine. Forget about the rain. Just think about the good times, and they will come back again. Goodness knows that I feel like I am waiting for another day when the clouds go away. Can you feel it? Ooh. Can you feel it? Oh. Can you feel it? Oh. Can you feel it? Can you feel the sunshine? Does it brighten up the day? Don't you feel that sometimes you just need to run away? Reach out for the sunshine. Forget about the rain. Just think about the good times, and they will come back again. Can you feel the sunshine? Does it brighten up the day? Don't you feel that sometimes you just need to run away? Reach out for the sunshine. Forget about the rain. Just think about the good times, and they will come back again. Can you feel the sunshine? Does it brighten up the day? Don't you feel that sometimes you just need to run away? Reach out for the sunshine. Forget about the rain. Just think about the good times, and they will come back again. Ah, elle se donne, hein, cette chanteuse. Ah oui, Ouais. mais en plus, un truc qui est énorme quand même, enfin, c'est qu'à chaque fois que j'écoute ce son-là,
Bon, au début, je maîtrisais pas l'anglais, hein, sincèrement, Sunshine, je savais pas ce que ça voulait dire, mais ça me foutait le smile, Mais tu vois, genre, tu sais, le soleil et tout, et après, quand j'ai revu les paroles, je me suis dit, en fait, can you feel the sunshine? Bah ouais, je le ressens, ouais. Ton Sunshine, je le sens bien, tu m'étonnes. Ah ouais. Mais c'est fou quand même de jouer à des jeux vidéo où tu t'en fous complètement du gameplay, c'est pas Ouais. grave, c'est nul, c'est aux fraises, je l'ai fini jusqu'au bout, hein. J'ai fait les boss, j'avais Robotnik et tout, je me souviens. Mais parce que je kiffais les sons en fait. Je jouais juste au son. Je trouve ça marrant sur le style de musique. C'est comme s'ils avaient été frustrés au final de ne pas avoir, que Michael Jackson et Janet Jackson se soient retirés, et donc du coup ils disent ok, on va faire des musiques pour notre Saturn, pour nos jeux Saturn, on va faire des musiques du même style, comme ça on leur met bien. Ouais, on aurait pu mettre une Janet dessus. Alors, on n'est pas quand même sur le même style que Michael Jackson ou Janet Jackson, là. On est plutôt sur de la dance, mais Oui, Oui, mais c'est vrai. effectivement. Eh oui. Non, mais voilà, cette musique incroyable. Alors, d'ailleurs, moi, j'ai découvert cette musique, ce morceau particulièrement, en écoutant le podcast, l'émission Les Démons du Midi, que j'adore écouter et qui, finalement, qui a donné un peu cette émission-là, où ils ont présenté, dans leur épisode 97, je crois, justement, ils ont commencé l'épisode par Sonic Air, avec ce morceau-là, parce que tout de suite, tu sais que tu commences bien. Voilà, c'est eux qui m'ont fait découvrir ça, même si j'y avais joué à l'époque, hein, où mon frangin, encore lui, avait une Saturn. Et Sonic Air, bien sûr, parce qu'on était des fans de Sonic. Hein. Mais on n'y avait pas Pareil. joué tant que ça, à Sonic Air, j'avoue. Je J'avoue que... l'ai défoncé, je moi, l'ai déglingué. j'avais pas de Saturn à l'époque, j'étais Team PlayStation. Donc. Ça arrive. Voilà. C'est comme ça. On enchaîne sur la suite? Ou tu veux rajouter Exactement. quelque chose? Bon. Eh ben, on va changer radicalement d'ambiance. Là, on va un petit peu quitter le Sunshine. Un peu malheureusement. On va aller écouter un morceau d'un compositeur qui est très connu, qui est presque érigé comme une rockstar à l'heure actuelle, qui fait des concerts, des choses comme ça. Peut-être que vous me voyez venir. Il compose quasiment toutes les musiques pour la franchise de JRPG la plus connue, donc les Final Fantasy. On va écouter un morceau de Final Fantasy 9. Ce morceau qui est incroyable et je vous le raconterai plus en détail tout à l'heure, m'a complètement fait vriller sur la musique de jeux vidéo. C'est You Are Not Alone qu'on trouve dans Final Fantasy 9 et qui a été composé par Nobuo Uematsu.
C'est vrai que la musique est excellente. J'ai bien aimé la transition vers le moment où il y a les chœurs qui arrivent. Ouais. C'est excellent. En vrai, Ouais, ben c'est vraiment une genre de musique. Bon, alors c'est très lent, c'est des trucs comme ça, mais c'est quelque chose qui. C'est une musique qui illustre parfaitement le passage qui se déroule à ce moment-là. Et c'est des trucs qui marchent très bien sur moi, qu'on trouve un peu dans les shonen et dans certains jeux. C'est les moments de. Voilà, le héros est au plus mal. Et puis, il a l'expression de la camaraderie, de la loyauté de tout son équipage, de tous ses partenaires. Donc, c'est des trucs qu'on retrouve beaucoup dans One Piece, par exemple, hein, et qui fonctionnent très bien. C'est des moments très épiques où finalement, c'est voilà, la solidarité entre compagnons qui va te faire te relever de tes pires épreuves, et c'est des messages incroyables qu'on a dans les shonen. Voilà, dans le shonen, on a le dépassement de soi, qui est un très très bon message de vie, je trouve, et on a aussi ces messages-là de camaraderie où finalement les autres t'aident beaucoup à te relever de des moments difficiles, et donc quand tu le vis et que c'est en plus soutenu par une musique épique comme ça marche très bien pour moi. Et donc j'ai pas complètement parlé du morceau, donc voilà. Ça, c'est un morceau qui a été composé par Nobuo Uematsu, qui est très connu. Donc il a composé les BO, les OST de tous les Final Fantasy jusqu'au 12. Il a composé aussi l'OST de Lost Odyssey, qui beaucoup considèrent comme FF13, d'ailleurs moi aussi. Il a fait Romancing Saga 1 et 2, il a participé à l'OST de Chrono Trigger, avec Yanuzori Mitsuda et Noriko Matsueda. Ok. Il a fait Grand Blue Fantasy, Lord of Vermilion, voilà. Et puis il est aussi actif, il a des groupes de musique, notamment les Black Mages, où il reprend des thèmes de Final Fantasy, qu'il fait en version metal ou hard rock. Voilà, il a plein de trucs comme ça. Enfin, il est vachement connu, et il tourne aussi. Il y a les orchestres, les Symphonic Fantasies et j'ai oublié l'autre nom, mais il y a plusieurs groupes comme ça où finalement ils font appel à des orchestres comme le Philharmonique de Londres ou Philharmonique de Cologne, et ils jouent les morceaux version orchestrale des Final Fantasy. Enfin voilà, et il apparaît dans ces manifestations-là. Il est souvent acclamé par la foule. Enfin, moi j'avais fait un concert comme ça à Paris. Et, enfin, c'est quand même des gros moments, quoi, où toutes les musiques épiques que tu entends dans les jeux sont jouées par des orchestres, et donc ça décuple un peu tous les effets. C'est assez formidable. Ah ouais. Et donc là, Nobuo Uematsu, qui est quand même très très connu, qui est vraiment très estimé dans la musique de jeux vidéo. Et donc ça vient de Final Fantasy 9. Alors moi j'ai découvert comme beaucoup les Final Fantasy avec le 7. Ils sont exportés en France beaucoup, je crois que c'est le premier à être arrivé en France avec la PlayStation. Et c'était quand même un peu, j'ai l'impression, une période bénite dans les Final Fantasy, parce qu'on a une espèce d'enchaînement presque divin entre le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, que moi j'ai tous trouvé vraiment incroyable. Le 9, c'est pas celui que je préfère de manière générale, parce que bon, le gameplay, je le trouve un peu mou, mais son univers est incroyable, il est super cohérent, et cette musique, doit être une des musiques les plus riches et les plus diverses qu'on ait dans une musique de Final Fantasy. Donc ça doit être la musique de Final Fantasy que je préfère en tout cas. Et bon là, avec ce thème You Are Not Alone qui représente, comme je le disais, la camaraderie et la solidarité, l'impact de la solidarité entre coéquipiers, et c'est beau de voir ça, de vivre ça quand on est gamin. Franchement, c'est beau, et ça fait partie des choses qui mine de rien nous construisent en fait, hein, tout ce genre d'expérience. C'est vrai. Donc ça peut paraître un peu niais comme ça, mais finalement c'est le genre de message qui, quand tu le vis, est encore plus fort que quand tu le vois simplement à la télé ou autre. Donc si vous avez pas fait Final Fantasy 9, voilà, pareil, hein, je le trouve très bien. Les combats sont un peu plus mollassons que le 7, mais la narration, l'histoire est super bien racontée. On a encore des thèmes, des thèmes super intéressants, comme l'émancipation de la princesse qui veut pas jouer son rôle de princesse, ou ça aborde plein de thèmes super bien. L'identité encore, hein. Comme dans FF7, on a l'identité de Cloud, on a des crises existentielles, on a ça aussi dans FF9. Ça paraît niais, mais ça brasse des thèmes très intéressants et très personnels qui touchent pas mal de gens, et qui sans doute, c'est sans doute une des raisons du succès de ce genre de licence et de ce genre d'épisode. Et c'est une des premières musiques, dès que j'ai eu internet, c'est un des premiers réflexes que j'ai fait, c'était d'aller télécharger l'OST, quoi. Excellent. Donc c'est vraiment
Si le 7 a eu un impact plus fort sur moi, Final Fantasy 7 a eu un impact plus fort sur moi, d'un point de vue de la musique, c'est vraiment cette musique-là qui m'a vraiment marqué, et c'est cette musique-là que j'ai voulu posséder en fait. C'est ça qui est assez marrant comme histoire. Alors que les autres, je les écoutais, ça m'allait bien, mais celle-là, je voulais l'avoir à moi et l'écouter tout le temps. Parce que t'avais toutes les émotions avec. Mais c'est ça, mais ça. Ouais. Bah Quand ouais. t'écoutes une musique d'un jeu que t'as fait, en fait, tu revis un peu pas mal de. Tu ressens ces émotions encore une fois. Et des fois, elles sont tellement fortes que c'est une espèce de drogue, t'as envie de les revivre, ces émotions-là. Et C'est c'était ça. le cas pour ce truc-là. Je pense vraiment. Ouais, pareil. Je pense vraiment que quelqu'un qui va kiffer une musique parce qu'il aime la musique en général, et quelqu'un qui va kiffer une musique parce qu'il a joué à un jeu vidéo, bah ça va être deux émotions totalement Complètement. différentes. En fait, celui qui a eu une expérience de jeu dans l'univers, etc., avec l'histoire et tout, etc., ce sera un peu plus comme une séance de... Enfin, comme dans un film, en fait, finalement, où tu vas avoir la musique épique qui va te rendre fou, etc., et donc du coup, tu as toujours des émotions plus fortes, je trouve, quand c'est associé à un jeu vidéo que quand c'est un album qui sort comme ça. Mais ouais, complètement. Ni Dev ni Dadan. La puissance du jeu vidéo. Et on passe à Joris. Bon, je crois qu'on va changer d'ambiance aussi, mais je suis pas bien sûr. Oui, on va changer totalement d'ambiance. Faisons un bond dans le temps, en 2006. En 2006, la GameCube, du coup, arrivait aussi en fin de vie à ce moment-là, puisque la Wii sortait la même année. Et il y a un jeu, du coup, qui m'a quand même pas mal marqué. Et qui reflète, j'ai envie de dire, une bonne partie de mon enfance, qui est le fait que je suis aussi un fan de foot, on va appeler ça, mais même si j'ai toujours plus aimé le pratiquer que le regarder. Du coup, quand ce jeu est sorti en 2006, quand j'avais touché au premier FIFA Street, là du coup je vais vous parler de FIFA Street 2. Il y avait un truc qui était assez sympathique que Electronic Arts avait fait, c'est qu'ils avaient implanté un système de radio. Electronic Arts a toujours beaucoup apporté d'importance à la playlist de leurs jeux. Ça, vous pouvez le voir, les gens qui jouent encore maintenant au FIFA ou alors maintenant à F1, au jeu Formule 1, les musiques qu'utilisent Electronic Arts dans leur playlist, c'est toujours limite trié sur le volet. C'est vraiment des musiques pas trop connues, mais qui en même temps marquent énormément. Et ici, ils ont, en plus d'avoir fait une playlist absolument magnifique, ils ont, comme j'ai dit, créé un système de radio. Et donc du coup, ils ont demandé à plusieurs DJ européens de faire des petits speaks radio. Donc il y avait, si je me souviens bien, donc il y avait un DJ français, un DJ anglais, un DJ espagnol et un DJ allemand. Je ne sais plus le nom des autres DJ, mais je sais que le DJ français c'était Cut Killer. Et chaque station de radio qu'on pouvait écouter avait une playlist propre, avec un style propre. Et c'est ça que je trouvais extrêmement intéressant et qui m'a beaucoup marqué sur ce jeu. Et il y a une musique qui m'a beaucoup marqué et qui va tout simplement définir mon style préféré maintenant de musique, qui est tout simplement la drum and bass. Et c'est à ce moment-là que je vais découvrir aussi mon groupe de musique préféré, Pendulum. Et je vais du coup vous laisser écouter cette musique qui s'appelle Hold Your Color, qui est pas la musique originale mais un remix de Bipolar, qui est absolument magnifique. C'est une ambiance totalement différente de la version originale, mais qui est exécutée à la perfection. Je vous laisse écouter ça et on en reparle juste après. Hold
Excellent. Hold Your Color. C'est une musique emblématique de Pendulum, surtout à leur début avec l'un de leurs premiers albums. Franchement, sur l'OST de FIFA Street 2, j'ai pris du coup Hold Your Color parce que c'est vraiment une musique qui a défini ma manière d'écouter de la musique en général. Mais j'aurais pu mettre d'autres morceaux comme par exemple Munich du groupe Editors, qui est juste magnifique aussi. C'est assez bête, même pour ceux qui ne sont pas habitués qui ne jouent pas aux jeux d'Electronic Arts, surtout aux jeux de sport. Des fois, aller faire un petit tour dans la playlist de leur jeu quand il y en a un qui sort, parce que des fois, ils vont aller vraiment chercher des petites perles assez sympathiques. Je conseille par exemple d'aller checker la playlist qu'ils ont faite pour le jeu FIFA 18, qui est pour moi la meilleure playlist d'un FIFA jamais faite. Donc il y a vraiment de très très belles perles dedans. Ça a l'air bête, hein. Surtout quand on joue aux jeux vidéo, généralement le foot c'est pas vraiment ultra compatible. Donc on n'a pas le réflexe d'aller chercher les playlists de ces jeux-là. Mais je vous le conseille, parce que, en tout cas pour FIFA 18 et pour FIFA Street 2, parce qu'il y a d'excellentes musiques dedans, et des musiques que vous n'entendrez pas à la radio. Très certainement pas à la radio. Intéressant. C'est vrai que j'aurais plutôt tendance à aller regarder des playlists de musique de jeux de voiture ou de GTA, tout simplement, parce que souvent il y a aussi des très bonnes sélections. Mais c'est intéressant ton conseil, et je vais aller regarder cette playlist-là. C'est en plus des musiques qui sont à chaque fois, c'est une playlist qui est tout le temps très éclectique. Donc il y a toujours moyen de trouver une musique qui va attirer, parce que c'est très différent d'une musique à l'autre. Ah, moi je pense toujours à FIFA 98, c'était le premier jeu que j'avais sur Saturn. Oui. Et dedans, alors si je sais jamais si c'est le 98 ou le 99 parce que j'ai joué aux deux. Il y avait Blur Song 2. Ah ouais, carrément. Et ce son là, mais il me rendait fou. Bah oui. Sachant qu'en plus, moi, quand je jouais avec le vrai temps, donc 90 minutes. J'avais pas vu l'option. Ah, ça a duré longtemps. La Coupe du Monde, elle a été très longue, mais riche en émotions. Hein. Mais ouais, t'as des sons de fou sur les FIFA. Moi, c'était 98, 99. J'ai découvert aussi des Crystal Method, des sons comme ça. T'as vraiment de tout. Bagnole, foot. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'est plus sur le système de compositeur, tu vois. T'as pas de compositeur comme là on était tout à l'heure sur Final Fantasy. Et je sais pas pourquoi dans le sport, faut que ce soit des groupes qui existent déjà, tu vois. Et je sais pas d'où ça vient vraiment. On est vraiment sur la composition d'une playlist plutôt que... Ouais. C'est ça. On veut plus promote en fait des gens, j'ai l'impression. Voilà, c'est une partie aussi de mon parcours de joueur que je voulais vous partager avec cette musique-là. Et du coup, de ton côté, Funky, tu as une autre musique à nous faire découvrir. Eh oui, j'ai un son... alors, évidemment, hein, comme d'hab, c'est très difficile pour moi parce que surtout dans les jeux de combat, le truc c'est que c'est des jeux où tu vas doser, donc tu vas réécouter le son, tu vas réécouter, tu vas être dans un état de concentration très important en écoutant la même musique à chaque fois. Donc ça te trigger un peu différemment que dans d'autres jeux où justement il y a une histoire, des choses comme ça. Donc j'ai choisi dans un jeu de combat que j'ai particulièrement kiffé, que j'ai joué au début sur borne arcade, mais ça coûterait trop cher, 1 franc à l'époque. Donc du coup après j'ai joué sur émulateur, donc au clavier, hein. Bon c'est moins sexe mais c'est toujours aussi cool. C'est évidemment Marvel versus Capcom. Ce son, et qui est en plus très intéressant parce qu'on est sur une période avec les sons qu'on a entendus avant de combat, un peu dans le même style, un peu jazz, machin, tout ça, etc. Bon, surtout le main title, mais bon, que j'ai pas mis parce que sinon ça fait un peu court, ouais. Mais je le surkiffe. Je peux rester dans le menu. Des fois, je restais dans le menu, je faisais haut, bas, c'est tout, hein. J'écoutais le son. Donc là, je vais vous faire quand même. C'était le. Parce que je kiffais ce perso, c'est comme ça que j'ai découvert aussi Captain America, c'est avec Marvel vs Capcom, parce que moi j'étais pas trop Marvel, vous voyez, j'étais un peu Street Fighter, lol, et Dragon Ball Z, donc c'était pas forcément mon truc, mais c'est clair que j'ai quasiment main justement Captain America, et évidemment Venom, mais je vous ai pas mis le son Venom,
je vous envoie tout ça, je vous laisse kiffer et Allez, on en discute après. balance. Ouais. Voilà, Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes. Donc c'est un son de 98. Hein, il est sorti en 98. Bon, moi j'y ai joué sur Saturn, hein, mais je crois qu'il est sorti sur PlayStation, si je ne m'abuse. Le compositeur, c'était Yuko Takehara, qui a aussi fait le son de Jojo. Le son de Jojo en jeu vidéo, hein, donc Jojo Bizarre's Adventure. Et aussi, et c'est pour ça que ça ressemble un petit peu quand même, dans Street Fighter Alpha, en fait c'est aussi le même compositeur. Ah. Et ils ont travaillé ensemble avec Masato Koda, qui elle a travaillé par contre sur Devil May Cry 2. Devil May Cry 2 et Monster Hunter en fait, quasiment tous les Monster Hunter. Ok. Ce qui fait qu'on a un peu un style entre les deux, justement, et ça s'entend plutôt, hein. Parce que c'est vrai que c'est plutôt dans le 2, on va être vraiment sur le côté jazzy, Très un peu le funk. côté funky, ouais. etc. Que je surkiffe évidemment, mais il fallait que je fasse chronologiquement, donc forcément, voilà. Mais ouais, c'est un jeu que j'ai surkiffé parce que pour être fan de jeux de combat, on était quand même toujours sur le côté 2D, etc. Mais il y avait un côté un peu speed qu'on n'avait pas que j'avais pas dans Street Fighter. Peut-être que toi, pour King of Fighter, c'est plus Évidemment, rapide, bah je sais oui, pas. bien sûr. Oui, mais nous, il y avait un petit côté un peu mobile. Donc du coup, Marvel vs Capcom, c'était quand même super nerveux. Et j'étais content au début de faire n'importe quoi, parce qu'il y a un mode stylish, hein, qui nous permet de faire croire aux gens qu'on est bon alors qu'on sait pas ce qu'on fait. Et puis bon, après, je prenais Venom. We are Venom. Et c'est aussi à partir de là, de ce jeu-là, où j'ai commencé à découvrir aussi les voix, hein, parce que j'étais fan de Venom. Bon, je n'ai pas parlé de Mortal Kombat, où là aussi je me suis amusé à faire les voix, mais Marvel vs Capcom a aussi pas mal m'a intronisé un peu dans le monde de la voix, avec les voix trop stylées, trop badass. Vive le jeu de combat. Oui, et c'est vrai que les Marvel versus Capcom et tout ça, c'est vraiment plus la catégorie des jeux de baston où t'essayes de déclencher un air combo et d'enchaîner le gars le plus possible, contrairement au Street où là on va être sur du zoning et essayer de placer un coup par-ci, un coup par-là et limite faire un combo 3 hits, mais ça va pas plus loin. Donc c'est deux types de jeux de combat quand même assez opposés, et t'as King of Fighter un peu au milieu où quand même le but c'est de trouver une faille et d'enchaîner l'adversaire jusqu'à faire
un combo qui enlève toute la barre. Enfin, on est quand même un peu plus dans ce genre de jeu là. Mhm. Très fan des Marvel versus Capcom, surtout le 2. Et j'ai fait pas mal Marvel Super Heroes versus Street Fighter sur Saturn. Ah oui, aussi. Ouais. Ah, des jeux de combat, j'en ai un. Sur toutes les consoles, je crois que je faisais que ça. Jeux de combat, bah, jeux de foot, hein, vous savez maintenant aussi, hein, avec FIFA. Et puis les jeux de bagnole. Hein, le gars, vraiment le garçon. Hein, tout ce qu'il y a de plus garçon. La bagarre. Bon, j'espère que ça. Voilà, enfin, on a une époque où. Voilà, enfin bref. En tout cas, c'était vraiment cool. Surtout qu'on pouvait jouer avec les gens, c'était ça. T'écoutes un son, les gens kiffent, on kiffe tous. Oui, Et puis. Voilà, on se prend pas la tête, quoi. exactement. Non, non, c'est. On se prend les coups, mais virtuellement, quoi. Et ça, c'est bien. Et ben, je vais pouvoir enchaîner sur mon dernier morceau. On va changer radicalement d'ambiance. Vraiment. Là, ça va être à 1 an d'écart. Ça se passe 1 an après. C'est en 99. On va écouter un morceau du jeu pas très connu, développé par Infogrames. Silver. Et donc Silver, certains le considèrent comme un peu le FF7 occidental. Et il y a quand même quelques ressemblances, même si on est vraiment sur de l'action plutôt que du RPG. Mais voilà, on a de l'action. C'est un jeu qui est sorti sur PC et Dreamcast. Et on va écouter le thème de la forêt de Verdant, Forest of Verdant, pour les intimes.
C'était la forêt de Verdante dans le jeu Silver composé par Dean Evans. Alors Dean Evans, je connais pas bien ses travaux. En regardant un petit peu, j'ai vu qu'il avait composé encore 2-3 autres trucs, mais il a pas l'air d'être ultra actif, en tout cas dans la musique de jeux vidéo, ou alors il est pas très bien référencé, comme on le disait il y a quelques temps, c'était beaucoup le cas il y a quelques années. Et Silver, c'est un jeu qui est pas très connu, mais moi c'est un jeu que j'adore. Il a été développé par Infogrames. Et en fait, on incarne un héros, David, qui se dresse contre l'empereur Silver, et l'empereur Silver qui enlève toutes les femmes du pays parce qu'il veut se trouver une nouvelle épouse. Enfin, scénario complètement débile, mais qui marche super bien parce que, en fait, je crois que ce que j'adore dans ce jeu, c'est les doublages français. Les doublages français sont et moi, je les trouve incroyables, incroyablement drôles aussi, parce qu'ils sont extrêmement surjoués. Moi, je trouve ça très drôle. Et ça m'a pas mal mis dans... Du coup, ça faisait aussi partie du lore du jeu, quoi. Parce qu'en 99, il y avait quand même pas beaucoup de jeux avec des doublages comme ça. Et même, vous avez pu entendre, la musique est quand même plutôt de bonne qualité pour un jeu de cette époque. Moi, je pense que c'est aussi dû au support CD, comme c'était un jeu PC Dreamcast. Et donc voilà, c'est en gros le principe, c'est qu'on joue avec sa souris, on clique, on fait des mouvements avec la souris pour faire des mouvements d'épée particuliers. On récupère plein de globes magiques. Enfin, vraiment, les combats sont super cool, les doublages sont très chouettes, les musiques sont magnifiques. Moi, c'est un jeu que je trouve génial. J'ai découvert en plus il y a pas longtemps qu'il était ressorti sur GOG Galaxy pour 2€, donc je me le suis pris tout de suite et j'ai adoré y rejouer, mais il y a beaucoup trop de bugs, donc c'était un peu compliqué. C'était vachement chiant. Ouais, vraiment con, parce que j'avais adoré rejouer à ce jeu-là. Du coup, là j'essaie de bien calculer 23 ans après. C'est vrai que déjà l'ambiance musicale semble déjà au beau fixe, donc Complètement. Très ça a l'air apaisant. sympa, ouais. Alors ça, c'était la musique apaisante, parce que c'est la petite forêt, Oui, c'est je avant me doute que bien le qu'il y grand a des méchant combats arrive de et tout. vertus. Mais voilà, en plus il y a des voix d'elfes, il y a des voix de... Comme toi qui aimes bien les voix funky, ça devrait marcher. Ah oui, je suis curieux. Et puis pour la petite anecdote, c'est une musique que j'avais mis dans un court-métrage qu'on a tourné en 2014 avec les copains de Cocktail Prod, dont la moitié de Cocktail Prod est devenue micro sur la moustache et a fondé micro sur la moustache. Mais ouais, c'est une musique que j'avais mis au générique de fin parce que ça marche très bien, c'est très apaisant, c'est tu vois, on dirait c'est le calme après la tempête. Et je crois qu'on va finir ce gros morceau d'émission avec Joris qui va nous présenter son dernier morceau. En effet, on va maintenant se retrouver en 2009, assez beaucoup plus tard dans le temps. On passe 10 ans. Un jour, je pense que c'était pour mon anniversaire, mes parents qui me disent voilà, tant que c'est raisonnable, on t'offre ce que tu veux pour ton anniversaire, donc voilà, dis-nous ce que tu veux. Et moi j'ai eu pour réflexe d'aller sur le site que je ne vais pas citer, bien connu, où on peut trouver tout de A à Z. Et j'avais trouvé un jeu sur Wii qui s'appelle Fragile Dreams Farewell Winds of the Moon. Il était pour, je crois, 20-25€, truc du genre. Je l'achète totalement à l'aveugle. Je me dis, la jaquette a l'air sympathique, je me dis pourquoi pas. Au final, je m'y attendais pas, mais j'allais prendre la plus grosse claque vidéoludique de toute ma vie. Que ce soit au niveau ambiance, que ce soit au niveau scénario, que ce soit au niveau esthétique, tout est réussi, tout est bien orchestré, tout... je veux dire, même les imperfections de gameplay qu'il pourrait y avoir dans le jeu, on passe outre. On passe outre très rapidement si on arrive à vraiment se plonger dans l'ambiance du jeu. Et du coup, pour illustrer le jeu, j'ai pris une des musiques qu'on peut trouver à l'écran titre une fois qu'on lance le jeu. Je vous la fais écouter et on en reparle juste après.
Ah, c'est beau. Voilà. A Dedication J'avoue. to Everyone. Donc, l'une des premières musiques qu'on peut retrouver sur l'écran titre du jeu. Qui a été composée par Rie Saito. Qui a composé toutes les musiques du jeu. Et l'OST est, comme le jeu, onirique. Extrêmement riche. Et qui colle à chaque fois à toutes les situations. Et extrêmement bien pensé. Et franchement, si le jeu est une petite perle vidéoludique oubliée parce qu'il est sorti sur Wii, et puis c'est pas non plus un gros éditeur, hein. L'éditeur c'était Rising Star Games, Bandai Namco et les développeurs Tricrescendo. Donc on n'est pas sur la grosse team Square Enix par exemple. Mais ça reste un très bon RPG avec une excellente ambiance. Si vous aimez tout ce qui est ambiance post-apocalyptique et avec un fond de tradition japonaise, je vous le conseille énormément. Et aussi, je vous conseille beaucoup d'aller écouter en tout cas l'OST du jeu sur YouTube, parce que il y a d'excellentes perles, elles sont toutes magnifiques. Il faut savoir que notre ami Joris m'a parlé de ce jeu un jour comme ça, au détour de je sais plus quelle discussion, et m'a vraiment convaincu assez facilement et assez rapidement de l'acheter. et je dois dire que rien qu'en écoutant cette musique d'écran titre, je pense que j'ai fait un bon choix. non, c'était superbe ce morceau, et ça marque bien avec une fin d'épisode. Enfin, on a bien fait descendre le BPM tous les deux. Oui, on sent vraiment se concerter au final. Ah oui, on te connaît Funky, on sait que tu aimes bien taper dans le dur. Du coup pour... Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais non, bien sûr. Du coup pour le dernier morceau, ce que je vous propose, c'est du coup de tirer ça au hasard. Je vais vous passer un lien. Ok. Ouais. Que voici. C'est tout simplement un dé à 20 faces. Je vous propose du coup qu'on lance une fois chacun. Celui qui a le plus gros score propose sa musique. J'ai 20. Ah non, pardon, il faut le lancer d'abord. Il faut le lancer. Faut le lancer une première fois. Ah, tu peux choisir le nombre de faces. Excellent. Tu peux choisir le nombre de faces, etc. Là, j'ai déjà tout setup, c'est un dé à 20 faces. Et pas de triche, hein. Pas de triche. Pas de triche. Ok, Hein, on est d'accord. ça marche. Bon, allez, c'est parti. J'appuie. 5. 9. 8. Il a réussi à l'avoir dans le premier épisode, son morceau. Je suis presque content, parce que je l'ai jamais écouté, ce morceau-là. Juste Bon, pour les gens, là, attendre je suis obligé. ce moment où tu vas me le faire écouter. Donc en fait, je suis vraiment presque très heureux de pas avoir passé mon Street Fighter 4. Alors, du coup... attendez, parce que je l'ai sur le... C'est inattendu pour moi, je ne savais pas, je pensais pas que j'allais gagner. Donc du coup, je vais mettre Ryu, thème Street Fighter 6. Allez. Oui, puisque en fait, c'est pour la micro-histoire, bon, je sais pas encore de qui, hein, sincèrement, parce que le son est apparu avant la sortie du jeu. Hein, c'est assez particulier, hein, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'arrive des fois d'écouter les sons et pas jouer au jeu. Mais là, en fait, il y a, en commençant justement l'exercice de podcast de trouver un son pour l'émission, je me suis retrouvé forcément sur des sons Street Fighter. Et là, je tombe sur un son énorme. Donc Street Fighter 6. Je vais tout de suite envoyer le lien. Finalement, vous pensiez finir avec un son un peu tranquillou, hein, je crois. Bah, c'est raté, les gars. C'est complètement raté, puisque là, je vais vous balancer du bon funk. Ah, vous allez kiffer, grave.
Et voilà le son Street Fighter 6 Ryu thème. Alors, ce qui est intéressant avec le son là, parce que forcément j'ai suivi la licence depuis la Super Nintendo, c'est que en fait, moi qui joue principalement Akuma, d'où Funky Akuma pour YouTube, et donc du coup le son de Ryu, j'ai baigné dedans, j'ai fait du sport avec, tout ça, etc. Si on écoute bien, et c'est là que c'est intéressant, c'est que t'as des phases en fait qui faisaient partie de Akuma, du son d'Akuma, donc mais qui ont été funkisées, tu vois. Donc qui symbolisent bien en fait le fait qu'il maîtrise le Satsui no Hado par rapport à, donc là maintenant il va pas avoir Devil Ryu ou quoi que ce soit, etc. Il a contrôlé son pouvoir, il est à fond, il est chaud, et en plus ils mettent du son de style Street Fighter Alpha que j'ai surkiffé, même si j'ai pas forcément pu jouer. Mais du coup on est sur à la fois du funk, à la fois un peu de l'histoire en fait, on a de l'histoire du personnage, l'identité du personnage, et évidemment du funk. Voilà. Ah, je suis content d'avoir gagué, putain. Et ça c'est beau parce qu'en fait dans les jeux de combat finalement, comme on passe notre temps en général à se bagarrer l'un l'autre, les éléments de narration sont pas mal inscrits dans les musiques. Et ce que tu racontes du coup, c'est vachement intéressant pour Street Fighter 6 qui va arriver. Est-ce que ça me donne envie d'y jouer ? Sans doute. Sans doute. Ouais, je vais jouer, j'ai acheté un PC juste pour ce jeu. J'ai claqué 1000 balles juste pour ce jeu. Ouais, ça arrive. Je laisse encore le temps. Mais ouais, franchement, ce qui est intéressant aussi, c'est que si, pour ceux qui connaissent, à la base, le Ryu theme, c'est le même depuis 92, depuis 91 quand même. On a toujours eu le même son pour Ryu, le même son pour Ken. Le 3, le même son pour Ryu, le même son pour Ken. Le 4, le 5... je compte pas les ultras, les super, et là, boum. C'est quoi ? On change complètement. On est ambiance Chinatown, un peu des années 80-90, ambiance funky street, tu vois. Et ouais, c'est grâce à l'émission que je l'ai découvert quand même ce son, hein. C'est quand même grâce à l'émission. C'est grâce à l'émission que moi aussi je l'ai découvert, et ça c'est beau. Et oui, et que vous aussi, vous découvrez ce son. En exclusivité avant la sortie du jeu, qui sortira que l'année prochaine. Le podcast sortira avant, rassurez-vous. C'est ça, évidemment. C'est ça qui est drôle, hein. On commence sur du 80, sur des sons déjà sortis de notre naissance, et là on parle d'un son qui n'existe Ça, pas c'est encore beau. techniquement, qui est même pas sur Spotify, hein. Là je vous trouve un truc, il est pas sur Spotify. Aïe aïe aïe. Bon, eh ben, je crois que c'est le moment de clore ce premier épisode. Exactement. Alors, Il comment est-ce qu'on peut clore ? riche. Voilà, c'était un épisode riche, premier épisode, vraiment excellent de faire ça, d'animer ça avec vous. Je vais adresser quelques remerciements à Joris et à Funky, avec qui c'est quand même excellent d'animer cette émission et qui donne envie d'animer un épisode 2 assez bientôt, mais disciplinons-nous et sortons d'abord le premier avant d'animer le deuxième. C'est bien, parce que j'ai pas mal d'interviews à sortir. Merci à toi, du coup, Siglu, d'avoir présidé cette émission. C'était aussi très sympa d'animer avec toi. Eh ben, avec plaisir. On verra si pour l'épisode 2, on fait un épisode 2 sur cette thématique-là, tourné vers les souvenirs, ou si on innove un petit peu et on part soit s'envoler dans les prairies, dans les cieux, ou je ne sais où. Mais on va bien décider ça tranquillement. On verra qui va un peu plus présider le deuxième épisode. En tout cas, merci aussi évidemment à Micro sur la moustache. D'une part, incroyable collectif qui a permis de se rassembler ici et de faire un épisode. Et puis, d'autre part, qui, ils ne le savent pas encore, mais vont sans doute produire cet épisode-là. Et c'est même cette émission. Et puis, personnellement, j'aimerais aussi remercier, je les ai déjà cités tout à l'heure, mais les démons du midi, qui est une émission vraiment géniale. Si vous aimez la musique de jeux vidéo, allez écouter. C'est des épisodes de 2 heures, le dernier fait 3 heures. Donc c'est des gars qui aiment parler et qui font des énormes playlists aussi. Mais ils sont passionnants et comme tout bon podcast, quand on les écoute, on a l'impression de retrouver une bande de potes à chaque fois et de découvrir des bons trucs et d'apprendre des super choses. Donc voilà, merci à eux parce que ça m'a bien donné envie de lancer ce truc-là aussi, sachant qu'ils vont s'arrêter dans 2 épisodes.
Et moi, merci à tout le monde. Hein. En plus, c'est une expérience géniale parce que finalement, on se découvre un peu par nos passions communes, hein, qui est la musique et les jeux vidéo. Donc, du coup, on peut découvrir un petit peu ce qui vous est arrivé à la découverte d'un jeu ou parfois des expériences ou même des productions vidéo, etc. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de... Ouais, non, c'est cool. C'est trop C'est cool. cool, exactement, c'est bien résumé. Yeah. À très bientôt, on se retrouve très vite, j'espère, pour un deuxième épisode. Et d'ici là, faites des belles découvertes de musique et de musique de jeux vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et vive la musique. Je sais jamais comment terminer. Ça ne terminera Ça jamais. ne terminera en fait, jamais.